Les parcs nationaux sont des lieux d'exception pour la préservation de la nature et la sauvegarde de la biodiversité. C'est en compagnie des personnages animés de l'univers de Minuscules que nous vous emmenons découvrir la beauté et la majesté de ces territoires précieux. Un volcan a offert la matière. Le vent et les eaux ont sculpté le chef-d'œuvre. Au nord-ouest de la Corse, voici la réserve de Scandola. Des roches de rhyolite rouge sang, incrustées dans une mer bariolée d'émeraude et d'azur. Des nids d'abeilles de pierre noire, baptisés par les scientifiques orgues basaltiques, comme si les pierres pouvaient jouer de la musique. Une symphonie géologique qui accroche l'oreille du passant pressé. Scandola est une des merveilles du parc régional de Corse. Ce parc monumental s'étend sur 365 000 hectares, soit 40% du territoire de l'île. Un sanctuaire mare monti, mer et montagne, avec un endémisme exceptionnel. Près de la moitié des espèces végétales endémiques de France métropolitaine se trouvent en Corse. Car les îles sont ainsi faites. Blotties au milieu des vagues, elles protègent leur faune et leur flore des influences extérieures. Un parc aux 178 villages, où les demeures et les églises font résonner la tradition. Mais revenons à Scandola. Sur un pic, un nid accroché. La demeure d'un géant. Jusqu'à 1,80 m d'envergure. Le balbuzard pêcheur vole, majestueux, des heures durant à la recherche de sa pitance. À son menu, des poissons imprudents qui viendraient à voguer en surface. Ce qui peut provoquer parfois quelques jalousies s'il vient à croiser un Milan royal affamé. Pour le balbuzard, une fois les courses faites, c'est retour au nid. Le rapace a élu domicile avec madame sur les falaises pour être proche de sa nourriture, pour protéger aussi sa famille des rats, des renards, des goélands. Ils vont vivre ici tout l'été. Une villégiature avec vue sur mer, mais un peu spartiate. Longtemps considéré comme nuisible en France et donc chassé,
L'espèce est aujourd'hui protégée, mais sa population reste précaire. Au pied de la falaise, à la surface des eaux, rencontre avec une espèce insolite. Les velelles, d'improbables créatures formées d'un disque cartilagineux bleuté surmonté d'une voile translucide. Ces petits flotteurs de 6 cm de diamètre ne sont pas des méduses, mais des polypes, qui se nourrissent de larves et de crustacés microscopiques. Les velelles font partie du pleuston, une famille d'êtres vivants incapables de se mouvoir par eux-mêmes, implorant les vents et les courants de les faire voyager, à moins que les vagues n'en décident autrement. Sous l'eau, moins de chances de s'échouer. Le danger, c'est la prédation, ou pire, l'homme. Il y a 40 ans, le méreau était menacé en Méditerranée, apprécié des pêcheurs pour sa chair délicate et sa docilité. Mais il est aujourd'hui protégé, et à Scandola, il ne passe plus inaperçu. 1 mètre de longueur pour une trentaine de kilos. Ce costaud, avec son air de bulldog, vit le plus souvent en solitaire, le long d'un relief accidenté où il peut facilement trouver une cavité. Et quand il est chez lui, il n'hésite pas à jouer du museau pour chasser les congénères un peu trop curieux. Voilà, chacun chez soi. En revanche, pas de problème de place sur la frange littorale. Les embruns, le sel, l'aridité, des conditions à faire fuir la foule des grands jours. L'Hérodium de Corse, elle, s'est adaptée. Surtout, elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même pour se reproduire. Si proche des flots, peu de chances de croiser des pollinisateurs. Elle pratique donc l'autochorie. Elle expulse ses graines, conçues comme de petites vrilles, qui vont tourner et s'ancrer dans la moindre anfractuosité. La mer, le littoral sont emblématiques de la Corse, peut-être même un peu trop attendus. Le parc, lui, invite à un voyage intérieur, une entrée dans les terres. À quelques kilomètres au nord de Scandola, voici le Fango, l'un des plus petits fleuves de France. 23 kilomètres seulement d'eau limpide préservée des activités humaines. Le Fango avec sa vallée, véritable mosaïque de milieu dans un mouchoir de poche. Montagnes, forêts, plaines, marais. Un particularisme qui lui vaut d'être classé réserve de la biosphère par l'UNESCO, privilège international pour une meilleure protection des écosystèmes en maintenant coûte que coûte les espèces qui y vivent.
La Corse est l'un des derniers refuges en France de la tortue cistude. Cette petite tortue ne fait pas partie des Maus de la création. Une vingtaine de centimètres tout au plus, facilement reconnaissable avec sa peau sombre tachetée de jaune. Elle s'épanouit dans les eaux douces et vaseuses, avec plage ensoleillée s'il vous plaît. Car l'animal est un reptile à sang froid, du genre à lézarder une bonne partie de la journée sous le cagnard, histoire d'emmagasiner le maximum de chaleur pour assurer les fonctions vitales du corps. Évidemment, un petit bain s'avère parfois nécessaire pour hydrater sa peau. Après quelques mouvements de brasse, il faut parfois se frayer un chemin pour se faire une place au soleil. Ça joue des coudes, ça se bouscule un peu, ça se marche dessus, et quand vraiment ça va trop loin, ça pourrait presque en venir aux mains. La vallée du Fango, un univers où se côtoie tout un monde de minuscules. Dans la famille des odonates, des libellules, voici l'Orthretum réticulé, une espèce commune sous nos latitudes. En cette fin de printemps, elle pense principalement à trouver son pain quotidien. Et ces minuscules diptères qui volent en nuages feront très bien l'affaire. L'Orthretum a son territoire sur lequel elle veille scrupuleusement. Quelques mètres le long d'un chemin ou d'une rive. Elle y reste une quinzaine de jours, puis déménage pour aller voir ailleurs. Les agrillons de mercure font eux aussi partie des libellules. Est-ce la légèreté de leur vol, leur ligne frêle, mais les hommes les surnomment les demoiselles. Et là, les demoiselles pensent à l'avenir. Un balai copulatoire où le mâle s'accroche à sa douce pendant que celle-ci pond directement dans l'eau. Quand les œufs écloront, les larves resteront 2 ans immergées avant de sortir à l'air libre. Ce qui promet de jolis festins à la grenouille verte, leur principal prédateur. Au-delà du Fango,
On entre dans les terres, la route vers les sommets, où un seigneur impose l'humilité. Le pin Laricio, qui parade à perte de vue dans de vastes forêts. C'est le roi sur l'île de Beauté. Cette essence est endémique de Corse, même si elle a fait des émules sur le continent. Il faut dire qu'il est plutôt fier de rendre service aux menuisiers et aux charpentiers, à qui il offre un tronc droit qui peut atteindre 50 mètres de haut, débarrassé par élagage naturel de toutes les branches basses. Le pin Laricio, bizarrement baptisé aussi pin noir, alors que son écorce brun rougeâtre vire au gris, comme les hommes, quand vient l'âge. Une légende raconte que la chaste nymphe Pythis se serait métamorphosée en pin noir pour échapper aux ardeurs de Pan, le dieu lune. L'un des vénérables de la forêt a bien entendu parler de cette histoire. Mais c'était il y a longtemps, 800, 900 ans, du temps de sa jeunesse. Aujourd'hui, sa mémoire et ses lourdes branches commencent à flancher. Se souvient-il même que les agents du parc, par respect, lui ont décerné un titre ? Arbre remarquable des bois. Les pins Laricio, qui sont l'habitat d'une espèce unique qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, la citelle de Corse. Pour l'observer, il faut repérer les chandelles, ces troncs morts, autrefois abattus, mais aujourd'hui laissés par les forestiers pour qu'elle y fasse ses nids. Attendre parfois des heures. Et s'il le faut, chanter pour espérer l'apercevoir. Car la citelle se fait rare. Pas plus de 3 couples seulement pour 10 hectares. Autrement dit, l'espèce est sérieusement menacée. La perdre, ce serait se priver du seul oiseau endémique de France métropolitaine. La France, qui s'est d'ailleurs engagée auprès de l'Europe à tout faire pour la préserver. Si la citelle va mal, ce n'est pas le cas d'un autre oiseau qui, lui, s'accommode de toutes sortes de végétation pour habiter. Aux grandes dames de certains. La mésange bleue est nommée ainsi, non pas pour son ventre jaune, mais pour le petit calot bleu sur sa tête. Ici,
Elle profite de nids installés par les scientifiques qui veulent mieux comprendre son adaptation, au changement climatique notamment. Cette espèce est très prolifique. Une dizaine d'œufs par couvée. Un couple et ses enfants peuvent ainsi engloutir chaque année des milliers de chenilles, limitant ainsi l'effet ravageur de ces dernières sur l'écosystème. Pour les papillons, mieux vaut donc redoubler de prudence. Cet ose python a eu de la chance. Il a pu atteindre l'imago, c'est-à-dire le stade adulte chez les insectes. Ne le cherchez pas sur le continent. Il n'apprécie que les cieux de Corse et de Sardaigne. Et encore, il vous faudra faire vite. Car sa vie va être brève. D'avril à juillet. Pour les femelles, 4 mois seulement pour pondre ses œufs et perpétuer ainsi l'espèce. Pour accueillir sa progéniture, elle choisit généralement une plante emblématique des paysages méditerranéens. La férule, qui pousse de 2 mètres en quelques semaines. Sa tige, en séchant, devient dure, tout en restant légère. Autrefois, les anciens en faisaient des cannes et les instituteurs des baguettes pour corriger les élèves récalcitrants. D'où l'expression « être sous la férule », autrement dit « être sous l'autorité de ». Aujourd'hui, les bergers surveillent aussi leurs bêtes car la plante est toxique. Une aubaine pour tous ceux qui y trouvent refuge. Ces coccinelles ont choisi la férule comme décor à leurs ébats. Un peu de tranquillité le temps des coquineries. Les larves de ces coccinelles trouveront là toujours quelque chose à se mettre sous la dent en attendant leur métamorphose. Car ils sont nombreux à profiter de la férule. Un peu plus bas, des fourmis, elles, veillent scrupuleusement sur une armée de pucerons. Elles leur caressent le dos à l'aide de leurs antennes pour qu'ils produisent et libèrent le miella, ce précieux liquide sucré dont elles raffolent. En échange, les fourmis protègent les pucerons des prédateurs. Elles nettoient aussi les branches, évitant le développement de champignons nocifs pour les insectes suceurs. Une relation donnant-donnant en quelque sorte. Profitez de ce qu'offre la nature. Les hommes aussi savent faire. À première vue, l'hélicryse semble banale, presque une gueule de mauvaise herbe. Pourtant, son nom interpelle.
l'immortel. Là, ça commence à vous intéresser. Omniprésente sur l'île, on raconte que Napoléon savait qu'il s'approchait de chez lui en sentant de loin le parfum de cette fleur. Mais c'est surtout pour ses vertus médicinales que l'immortelle est connue, au point qu'aujourd'hui elle suscite les convoitises. Mais la plante est protégée et sa cueillette réglementée. Seuls des professionnels habilités peuvent la récolter. Précieuse moisson, car il faut 900 kg de fleurs pour obtenir 1 litre d'huile essentielle. Cette huile, ou plutôt cet élixir, serait un antibactérien, antifongique, un puissant analgésique, idéal aussi pour cicatriser les plaies et les brûlures. Il résorberait encore les hématomes, ce qui lui vaudrait le surnom d'huile du boxeur. Bref, un remède de grand-mère pour tous les bobos reçus sur le grand ring de la vie. Fleur miracle, versée même dans un dicton corse. O nostro sole si chiama Amurza. Notre soleil s'appelle immortel. En marche vers le cœur du parc régional, on finit par se rapprocher des cieux. Le géographe allemand du XIXe siècle, Friedrich Ratzel, évoquait la Corse en ces termes. Un pays de montagne dans la mer. Il faut dire qu'elle est la terre la plus élevée des îles de Méditerranée occidentale. 120 sommets à plus de 2000 mètres. De quoi donner au paysage un air de quiétude et de terre des origines. Pour les conquérir, le sentier de grande randonnée GR20 trace son chemin sur 180 km. Il permet de s'approcher de quelques curiosités du parc. Comme le Kaputafunatu, la tête trouée, un site en plein cœur de la Corse. Cette étrange cavité de 35 mètres de large et 10 mètres de haut nargue les forêts à 2200 mètres d'altitude. Curiosité géologique due à l'érosion et à un effondrement des roches. Voilà pour l'explication des scientifiques. Mais les petites gens, eux, préfèrent la légende. Le diable, furieux d'avoir été berné par un chef de village qui lui avait lancé le défi de construire un pont en une nuit, aurait lancé son marteau en plein cœur de cette montagne, sculptant en son sein un œil comme pour dire « Satan n'est jamais loin de vous et vous observe ».
Évidemment, cette croyance n'effraie pas ceux qui vivent là. À la fin du printemps, les mouflons corses ont déjà regagné leurs quartiers généraux d'altitude, où ils vont pouvoir profiter d'un peu de fraîcheur. Ce mouflon est endémique de l'île, plus petit que ses congénères du continent et d'Asie. Les petits de l'année, les jeunes et les adultes, vivent en harde d'une dizaine d'individus autour d'une vieille femelle, à la fois nounou et matrone. Le mâle, lui, reste en général à l'écart du groupe. Toujours prêt à montrer les muscles quand il croise un concurrent. Aujourd'hui, cette espèce est en sursis. Le taux de fécondité sur certains sites de l'île ne permet plus le renouvellement de la population. Une catastrophe en perspective. Pour l'éviter, le parc élève dans un enclos de plusieurs hectares quelques dizaines d'individus, maintenus volontairement dans un état quasi sauvage. Loin des hommes, à une exception près, les agents du parc peuvent les approcher, mais uniquement pour les nourrir ou leur apporter des soins. Des mouflons destinés à être libres. Ils seront bientôt relâchés pour repeupler les montagnes. Préservation des espèces. Sauvegarde aussi de savoir-faire. Un peu partout sur l'île, les hommes ont dû apprendre à domestiquer cette nature et ces paysages souvent difficiles d'accès. Il fallait commercer, il fallait échanger, il fallait transhumer. Ici, des architectures racontent le génie humain. Comme ces ponts, construits par la République de Gênes qui contrôla la Corse pendant 4 siècles. Deux piliers savamment placés, une arche parfaite et une robustesse à toute épreuve. Ils résistent encore aux furies des eaux, quand les genoux édifiés au XXe siècle vacillent face aux éléments. Il fallait aussi se défendre. Les Génois ont laissé en héritage 67 tours. Elles furent édifiées pour contrer les appétits des barbaresques venus d'Afrique du Nord ou des Ottomans qui naviguaient depuis Constantinople. Des vicissitudes bien humaines qui n'intéressent pas beaucoup le monde des minuscules. Dans les montagnes du cœur de la Corse, l'eau a fait son œuvre, dessinant des vallées profondes qui, au fil du temps, ont écorché le paysage. Celle creusée par la rivière Asco est l'une des plus belles de l'île. Elle dévoile des mondes insoupçonnés, des petits chefs-d'œuvre de la nature auprès desquels on passe souvent sans jamais y prêter attention.
Au détour d'un lacet, un bas-côté quelconque où s'est formée une tourbière de pente. Tout un écosystème sur quelques mètres carrés seulement qui accueille des dizaines d'espèces végétales et animales différentes. Le long d'écoulements d'eau, des sphènes ont élu domicile, formant un tapis épais et moelleux. Ces mousses sont de puissants capteurs de CO2. Elles font office également d'éponges et compensent les excès ou la rareté de l'eau. De véritables bienfaitrices pour beaucoup d'autres espèces. Comme la grassette de Corse endémique. Sa fleur, d'une légèreté aérienne, pourrait presque inspirer confiance. Mais ses feuilles sont de redoutables pièges. Car la grassette est carnivore. Elle se régale de fourmis, moucherons et autres moustiques qu'elle englue pour ensuite les digérer grâce à des enzymes. En remontant vers le col depuis la vallée de Lascaux, une autre scène de crime. Un pin laricio est au sol, abattu froidement par les vents violents qui balaient parfois la Corse et son parc naturel. D'autres ont échappé à la mort en s'acclimatant. Ils finissent tout de même par courber l'échine devant les assauts répétés des halles. Tableau à la fois désolant et poétique. Ces arbres restent là, squelettiques, mi-fantômes, mi-martyrs, comme pétrifiés pour l'éternité. Mais la nature est ainsi. Elle ne donne pas dans les sentiments. Ni tristesse, ni joie, ni compassion. Ce sont les hommes qui s'émeuvent. Ils ressentent de l'allégresse notamment quand, au détour d'un rocher, se découvrent quelques délices aquatiques. Le parc compte une quarantaine de lacs de montagne, dont Nino, le plus harmonieux. Comme une perle d'eau oubliée là par les dieux. Nino est l'héritage d'un ancien glacier qui a érodé les roches. Mais l'étonnant ici, ce sont les podzines, des mares peu profondes qui parsèment le paysage, reliées entre elles par des ruisselets tentaculaires. Le nom viendrait de Pozzi, le puits en Corse. Ces flaques baignent dans une pelouse spongieuse et sont un biotope à elles seules.
La truite de Corse apprécie ses eaux fraîches d'altitude. Sa robe brun clair aux reflets dorés ponctués de rouge lui vaut le nom de macrostigma, pour grande tache. Elle est endémique de l'île et peuplerait ses eaux depuis plus de 150 000 ans. Cette belle se délecte d'insectes, de poissons, de petits batraciens et autres amphibiens. Elle ne dédaignera donc pas une petite salamandre, le procte. Seules 3 espèces de proctes existent en Europe, dont celle de Corse. Sa valeur patrimoniale est donc inestimable. Et même s'il est fréquent de la croiser dans les cours d'eau, elle est strictement protégée. Un bijou sur lequel le parc veille précieusement. Le lac Nino, une oasis dans la montagne, qui fait le délice de ces chevaux laissés en liberté par leurs propriétaires une bonne partie de l'année. Ils ajoutent à la touche champêtre qui fait de ce site un incontournable pour tous les fous de randonnée. En plus de ravir les yeux et l'esprit, les marcheurs trouvent ici près du lac de quoi contenter le corps épuisé par des heures passées dans la nature. Une source fraîche qui s'offre comme une bénédiction. Rien d'étonnant donc qu'elle soit placée sous la protection de la Vierge et du divin, comme souvent en Corse. Car l'île de Beauté reste plus qu'ailleurs une terre de croyance. Ici, pas un hameau qui ne possède son église, pas un village qui ne renonce à sa tradition. La ferveur est partie intégrante de la culture et des paysages, préservés par le parc. Il faut glorifier le Christ à Pâques, la Vierge Marie en août, et ne jamais oublier tous les saints du calendrier. Comme Jean à la mi-juin, au moment du solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Toute la communauté est alors réunie autour d'un grand feu purificateur pour célébrer le soleil, la lumière et les moissons à venir. Un rituel païen ancestral associé par les chrétiens aux baptistes
qui fit entrer le Christ dans la nouvelle religion. Des traditions religieuses toujours bien vivantes dans l'île. Au petit matin, le soleil répond aux espérances et aux feux de joie. Alors que les braises des hommes fument encore, lui, magnanime, éclaire une autre singularité du parc régional. Les aiguilles de Bavela sont plantées au sud-est de l'île, non loin de Porto Vecchio. Cette grande muraille de Corse mérite le détour. 7 pics déchiquetés, taillés dans un granit alcalin d'une extrême dureté. Et on se dit que le temps et les éléments ont mis du cœur à l'ouvrage pendant des millions d'années. Sept pics, qui peuvent atteindre 900 mètres de haut, et baptisés de petits noms. Acelu, Arietu, Boca ou encore Lola. Certains y voient des sœurs, des gamines occupées à jouer toute la journée avec les nuages. Au pied des aiguilles, c'est le retour vers la mer, façade orientale. Les montagnes s'éclipsent, place aux lagunes. Aux premières lueurs du matin, des flamants roses sont en plein petit déjeuner. Et visiblement, ça se chamaille un peu autour de la table. Ces échassiers apprécient les eaux peu profondes de ces étangs littoraux, dont on peut facilement s'envoler. Un peu plus loin, des mulets sauteurs bondissent afin d'échapper à des barres voraces. Pendant que sur la rive, un criquet s'apprête à se délecter d'un laitron maritime. Rien que de l'ordinaire pour les espèces, mais pour les hommes, une journée en grande pompe.
Ce jour-là, au-dessus de la lagune, la patrouille de France. Des insectes volants en majuscules qui répètent leurs figures d'acrobatie aérienne. Ils disent à leur façon tout leur amour pour la nation et pour tous les espaces naturels qu'elle préserve.